Bonjour à tous, chers amis d'entrevue. On le savait, très engagé, coordinateur national du mouvement de la jeunesse, Force Corée-Pombéné émergent, présidé par Paul Rompé, des années de militantisme et d'activisme politique, avec à la clé 2 participations au moins du parti aux consultations électorales. Je veux nommer les communales, puis les législatives. Et voilà que survient le divorce. Mohamed Akintola claque la porte Kori début novembre. Pour quel point de chute, on ne sait encore. Peut-être va-t-il s'en ouvrir à nous sur ce plateau entrevue. Notre invité du jour, au-delà des questions qui l'ont fâché, des questions qui l'ont poussé à rompre les amarres, Kori va nous donner sa lecture des derniers développements de l'actualité politique nationale, voire internationale. Docteur Mohamed Awali Akintola, bonjour. Bonjour, Monsieur Herman. Vous êtes docteur en sciences politiques, expert en stratégie et communication publique et politique, chargé de cours à l'UNIPAR, Université Laval, Canada également, c'est bien ça, hein? Laval au Canada Laval, et au Canada. à l'Université de Paris. Merci, docteur. Alors, ce parcours de militantisme ou d'activisme politique pour finalement démissionner, qu'est-ce qui n'a pas marché? Merci beaucoup, Monsieur Herman. Bonjour, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Ce n'est pas des années de militantisme de perdu, non, puisque de l'expérience a été capitalisée. Une certaine visibilité a été également créée, donc ça ne devrait pas être vu comme un échec, mais plutôt une avancée, juste que c'est la direction qui change, ou alors les compagnons de route qui changent d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que je le vois, donc un divorce, certes, il n'y a pas de séparation douce, mais lorsque, à un moment donné, on ne se sent réellement plus épanoui, lorsque la manière dont ça se passe n'est plus réellement en accord avec votre personnalité, c'est d'abord ça, avec vos convictions, vos convenances personnelles, il vaut toujours mieux, avant que cela ne s'empire, que l'un ou l'autre des partenaires de cette union-là ne se sentent un peu trop mal à l'aise. Il vaut mieux peut-être prendre librement son chemin ou alors sceller une séparation. Vous partez seul ou vous partez avec toute la jeunesse autour de vous? L'adhésion, mon adhésion et toute adhésion d'ailleurs. Je ne pense pas que le code électoral ou la charte des partis politiques de 2018 puis de 2019, revu en 2019, ait encore changé les dispositions d'adhésion ou de départ d'un parti politique. L'adhésion, elle est intuitive personnelle, elle est individuelle, elle est personnelle. Donc, je suis venu seul à la FCBE. Certes, j'ai une base, un électorat qui m'y a accompagné, mais officiellement, je démissionne seul de la FCBE, quitte à ce que mon électorat, puisque cela ne s'est pas fait en désaccord avec eux, cela ne s'est pas fait à leur insu. Donc, eux, ils sont avec moi, ils partent avec moi. Quant à, si vous voulez parler de la jeunesse du parti FCBE, je pense que chacun d'entre eux est face à sa propre responsabilité. Et donc, je ne réponds pas d'eux. Mais pour quelqu'un quand même qui a contribué à soit ce mouvement de la jeunesse-là, vous n'êtes quand même pas parti seul. Vous avez dû consulter cette base-là avant de partir. Je pense que l'inconfort de plusieurs membres de mon bureau national sont aussi, ou alors est aussi en partie à la base des raisons qui m'ont poussé à partir. Parce que lorsqu'à un moment donné, après les élections de 2023, l'échec n'est qu'une victoire reportée, comme le disait Castro. En politique, je dirais même que si nos aînés sont honnêtes, ils nous diront qu'ils ont plus échoué qu'ils n'ont réussi. Juste que la saveur de la réussite, à des moments donnés, vous fait oublier toutes ces souffrances-là ou tous ces échecs passés. Le jeu, il est comme ça. Donc, échouer à des élections, ce n'est pas la cause de mon départ. Échouer à des élections, c'est ce qui est normal. Il n'y aura qu'un seul vainqueur peut-être, et puis il y aura plusieurs personnes qui échoueront. L'échec en lui-même n'est pas le problème. Oui. Comment on réagit à l'échec? Comment est-ce que vous gérez ça? Parce que nous sommes en train de parler d'un jeu de charme, de séduction. Vous êtes reconnu, adulé,
accepter ou chanter en fonction de la quantité de personnes qui vous suivent d'abord, puis ensuite de la qualité. D'abord de la quantité, parce qu'on va décompter une voix pour, une voix contre, deuxième voix pour, et ainsi de suite. La manière dont nous l'avons géré, je dis nous parce que qu'on le veuille ou non, jusqu'au jour de ma démission, je suis toujours comptable de ce qui se passait à la FCBE. J'en prends toute responsabilité. La manière dont nous l'avons géré n'était pas la meilleure à mon avis. Je ne dis pas que c'est la pire, mais à mon avis, ce n'est pas la meilleure. Nous n'avons pas su rebondir après les élections. Le silence, la léthargie après un échec à des élections est suicidaire. Au fond, docteur Akintola, Oui. qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que quand même, disons que dans la 10e, vous étiez candidat, deuxième titulaire, n'est-ce pas? Non, j'étais suppléant du premier titulaire. Oui. Vous avez quand même réussi à avoir 4000 voix dans Savet, Ouessay, et puis je crois... Glazoué, c'est bien ça, oui. Oui, c'est pas peu. Pour un jeune comme vous, même si vous êtes le suppléant de... Je n'en suis pas fier, il faut le dire, je n'en suis pas fier parce que les fruits n'ont pas porté la promesse des fleurs. Mais le caractère imprévisible et changeant de l'arène politique est la première cause exogène de cet échec-là. Je l'appelle échec et j'assume cela. Nous avons mouillé le maillot, c'est l'occasion de remercier tous ceux qui ont travaillé avec nous. Mais à la dernière minute, il y a un autre parti de l'opposition qui est entré en jeu et on n'a pas su très vite réadapter notre stratégie à la sociologie politique de ces milieux-là. Ça, il faut le reconnaître. Et n'oublions pas non plus que le parti FCBE, malheureusement, a été un parti toujours très incompris. Très incompris, parce que la ligne du parti, moi, je l'ai compris, je continue de la comprendre. Je trouve juste que les stratégies ne vont pas avec. C'est un parti, je ne suis pas là pour les défendre aujourd'hui, mais je suis obligé d'en parler pour expliquer que le parti a choisi de ne pas détruire, de ne pas brûler. Il a choisi de faire une opposition qui est constructive, une opposition qui suggère ce qu'il est mieux de faire, jusqu'à ce que cette offre politique-là qu'il est en train de faire soit adoptée, aimée, épousée par le peuple, afin de gagner le perchoir et de faire les choses autrement. Mais vous savez, nous avons un peuple qui ne voit pas forcément les choses ainsi. Et c'est d'ailleurs ça qui a valu à ce parti d'être traité comme étant la troisième. Béquille, troisième. Et je pense que ça a été même le fond de campagne d'un autre parti politique qui n'a pas fait réellement une offre politique, mais plutôt qui a tablé sa campagne sur jeter l'opprobre sur la FCBE. Bon, les gens aiment le sensationnel. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'estime qu'il faut apprendre à réagir aussi. Vous voyez, le jeu politique n'est pas un jeu d'enfant de cœur. Et donc, il faut, parce que parfois, la sagesse dans ce milieu-là peut être prise pour de la faiblesse. La sagesse peut être prise pour de la faiblesse. Et c'est malheureusement ce qui nous est arrivé. Pour ma part, on ne pouvait pas avoir fini les élections. Faire 11 mois entiers sans repartir sur le terrain pour remobiliser. Des gens ont travaillé pour nous. Ils attendaient qu'on vienne tout au moins leur dire merci, quel que soit le résultat. Je vous dis, 2023, c'est 2026 déjà. C'est déjà la première chose. L'autre chose est que il faut qu'on puisse donner suffisamment de la voix, il faut qu'on puisse percuter. Je n'ai pas à un moment donné senti cela. Et maintenant, cette jeunesse FCBE-là, je me sentais très mal dans ma peau chaque fois, chaque mois, chaque semaine, quand on me demande, coordonnateur, qu'est-ce qu'on fait? Coordonnateur, qu'est-ce qui se dit? Il y avait une léthargie totale, c'est pas un terrible, silence qui ne s'expliquait pas. C'est ça. Mais au fond, c'est vrai, vous ne voulez pas évoquer le nom de ce parti-là qui vous a challengé sur le terrain. Vous voulez parler des démocrates? Oui. Mais qu'est-ce qui au fond a été l'arme utilisée par les démocrates pour tuer FCBE sur le terrain? Bon, pas pour tuer FCBE, non. Bon, pour affaiblir FCBE sur le terrain alors? D'abord, vous savez, ils nous ont toujours reproché d'être le troisième bloc. Oui. Alors qu'en République du Bénin, vous savez, les lignes sont poreuses, les frontières sont poreuses dans tous les partis politiques. C'est les alliés d'hier qui sont les amis d'aujourd'hui qui deviendront encore les ennemis de demain. C'est toujours comme ça. Et à ce qu'on voit aujourd'hui, le parti en question est encore beaucoup plus proche du pouvoir en place que nous. Du coup,
j'allais donc dire que on nous a traités de troisième bloc. Le parti a surtout fait campagne dans certaines zones qui étaient des zones d'opposition au pouvoir en place, et donc nous étions combattus au même titre que les partis de la mouvance présidentielle, vous voyez. Et puis le pouvoir en place avait quand même fait certaines bourdes. Je les appelle bourdes, pas sur le plan de l'exécutif, mais beaucoup sur le plan politique. C'était des actions bien pensées, conduites par le gouvernement, mais qui sonnaient fausses notes auprès des populations et qui n'arrangeaient pas, en fait. Le soja, l'acajou, les universités fermées, il y avait beaucoup de choses quand même, hein. Mais nous avons toujours donné de la voix. J'estime que nous n'avons pas suffisamment. Comme le disent les Ivoiriens, nous avons chanté, mais nous n'avons pas chanté fort. C'est ça. C'est cela. On n'a pas invectivé suffisamment pour faire croire à la population que nous étions leurs meilleurs défenseurs. Est-ce qu'au fond, le choix fait par la force que le premier émergent d'être un parti de l'opposition, mais une opposition pas radicale, n'a pas joué en défaveur naturellement de cette force politique? Le choix en lui-même n'a pas joué. C'est la manière de conduire, d'exprimer ce choix-là qui a joué en défaveur. Vous savez, je ne suis pas radical et tout ça. Même un autre, les démocrates ne diront pas qu'ils sont pas, ils diront pas qu'ils sont radicaux. Ils ne le diront pas. Vous voyez, c'est juste notre lecture de la chose. Mais dans la manière de conduire, dans la manière de faire, être plus dur, plus invectivant, aurait peut-être aidé la FCBE. Mais bon, on ne l'a pas fait, donc en son temps, aujourd'hui, je ne suis plus comptable de ce qui se passe. Juste que j'ai quand même vu qu'après la rencontre des démocrates avec le président de la République, il y a une réaction que j'ai beaucoup appréciée. Laquelle? De la FCBE, bien sûr. Il y a une. Ah oui, tout à fait. Voilà, et je me dis, c'est peut-être venu un peu tard, mais bon, ça nous aurait servi plus tôt. Mais bon, c'est bien, c'est bien. J'ai l'impression qu'on comprend les choses. Est-ce que vous comprenez alors que ce soit que la venue de Boni Yayi, c'est pas dans cette campagne électorale là de 2023, ait pu fragiliser la bien sûr que oui, bien sûr que oui. Vous savez. Au fait, les démocrates désormais se lisaient à la personne de Boni Yayi. Un grand risque d'ailleurs, permettez-moi de le dire, un grand risque pour le parti. Ah, c'est un risque? Ah oui, Barack Obama disait qu'on a besoin d'institutions fortes, pas de personnes fortes. Nous sommes dans une réforme du système partisan et quel que soit le régime qui viendra après, qu'il soit de l'actuelle mouvance ou de l'actuelle opposition, il est impossible de faire marche arrière sur un certain nombre de choses. Ce sont des acquis du peuple, on ne peut plus les changer. Vous voyez, le rythme d'avancée va peut-être changer, mais certaines choses ne peuvent plus, à mon avis, en tout cas pas dans la prochaine décennie ou dans les 2 prochaines décennies, être mises en cause. Pour dire que le parti actuellement a un homme fort. Et c'est un risque. Là, je mets carrément dans la peau de l'académicien pour dire c'est un grand risque en fait. Parce que le parti peut aussi sombrer. Vous voyez un peu ce que je dis. Et donc, c'est pas... Je pense que c'est un petit conseil. Un recalibrage devrait être fait à leur niveau. Mais oui, reconnaissez que le président Yayi Boni est un président assez populiste. Oui. D'accord? C'est un président... c'est un fin communicateur en matière politique. Très stratège. Et il a dirigé ce pays pendant 10 années. Sa vision est différente de celle du président actuel qui est perçu comme quelqu'un de plus austère. Et qui aime l'austérité? Personne. Nos enfants n'aiment pas lorsque nous sommes un peu trop durs envers eux et puis nous voient comme le méchant de l'histoire et tout ça. Donc lorsque vous combinez ces facteurs-là, l'implication personnelle du président Boni Yayi dans les campagnes de 2023 ne pouvait pas avoir autre résultat. C'est un peu ça. Et puis n'oublions pas la maturité politique de nos populations aussi. Docteur Kintola, finalement, oui, Boni Yayi, disons, il n'est pas encore officiellement, mais chef de file de l'opposition, il a cherché, en fait, on a vu une demande d'audience qu'il a adressée à Paul Nkpé. Est-ce que vous voyez là, Boni Yayi en train de prendre ses marques de leader de l'opposition? Oui, c'est un effort. Et il n'y a pas que la force Kori.Bénin émergent qui a reçu cette demande. Il y a d'autres forces officielles comme non officielles, ou formelles, pardon, j'allais dire, comme informelles, qui ont reçu quand même ce courrier. Il y a par exemple le Parti communiste qui en a reçu aussi, alors qu'au vu du nouveau code électoral, ils ne sont pas un parti formel. Oui, j'y vois un effort et je pense que l'opposition béninoise a intérêt à faire bloc.
la force Corée pour un Bénin émergent avait fait un grand effort dans ce sens-là, mais malheureusement, sa légitimité n'a pas été suffisamment assise ou reconnue par ses pairs. Je prie pour que les démocrates, le parti des démocrates fasse mieux, mais j'ai eu comme l'impression, après avoir suivi la rencontre avec le président de la République, que le parti les démocrates voulait quelque chose de son contraire à la fois. Pour la simple raison que lorsque vous adressez un courrier à un parti politique de l'opposition, que vous l'invitez dans le courrier à vous accorder une audience pour que vous puissiez unir les forces de l'opposition, que ce soit de juré ou de facto, vous reconnaissez que sa place est dans l'opposition. Mais lorsque devant les écrans vous dites que le parti n'est pas de l'opposition, c'est un peu comme vous dédire. Et les autres ont très mal pris ça. Ouais. Donc ce n'est pas prédisposant, en fait à accompagner cette stratégie-là d'unification des forces de l'opposition. Donc je pense que la veille n'est pas pour demain. Ouais. Ils y gagneraient, mais je me dis aussi, est-ce que ce n'est pas juste une action menée juste pour le faire, ouais, pour qu'on ne dise pas qu'on ne l'a pas fait. Docteur Kintola, docteur en sciences politiques, expert en stratégie et communication publique et politique, dites-nous au fond, qu'est-ce que vous avez gagné aux côtés de la force pour un Bénin émergent et quel pourrait être votre point de chute, puisque vous aimez la politique, vous avez la politique chevillée au corps. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai gagné à la force pour un Bénin émergent? J'ai beaucoup gagné. Mon séjour à la FCBE a été très jouissif. Je fonctionne à l'adrénaline et j'en ai eu. Et j'en ai eu pour mon compte. J'en redemandais d'ailleurs. J'ai côtoyé beaucoup de grandes personnalités. J'ai su apprendre auprès d'eux. J'ai su lire avec d'autres loupes la scène politique avec pour assaisonnement leur expérience, leur déboire et leur réussite. J'ai capitalisé tout cela. Mais au-delà de tout, j'ai fait chemin avec des camarades merveilleux. J'ai connu des personnes très bonnes, mais j'ai aussi appris qu'il y en avait de très mesquines et j'ai expérimenté comment vivre avec eux. C'est d'abord ça, les deux premières choses que j'ai gagnées à la force Corée pour un Bénin émergent. J'ai eu un espace d'expression de ma conviction, mais aussi un espace d'expérimentation de mes compétences. Donc, coordonnateur de la jeunesse, j'ai été d'ailleurs le premier coordonnateur parce que les forces Corée pour un Bénin émergent, donc l'ancien parti, n'en a jamais eu réellement. Donc, j'ai été coordonnateur national de ce mouvement-là. Ensuite, j'ai conduit des activités, j'ai participé, j'ai dirigé des commissions de réflexion, projet de législature par ici. J'ai été le formateur principal de nos candidats, de nos 200 et quelques candidats pour les législatives, sur les éléments de langage pour les élections, sur le projet de législature du parti, et ainsi de suite. C'est beaucoup de choses. Et ça a été suffisamment dense. J'ai apprécié, j'ai aimé. Mon point de chute, pour le moment, je suis tranquillement là et les négociations continuent de part et d'autre. Comme je l'ai dit à un de vos confrères la dernière fois, il m'a dit, bon, est-ce à dire que vous allez au garage? Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai ça dans le corps. Tout à fait. Donc je ne pourrais pas. C'est même ce manque d'action-là, en fait, qui m'a fait partir de la force Corée pour un Bénin émergent. Ce serait donc insensé d'aller m'asseoir tranquillement dans mon fauteuil. Non. Et puis le jeu s'annonce très intéressant, hein, très bientôt. Comment voyez-vous alors, pour une dernière question sur ce volet-là, les prochaines relations entre la mouvance et cette opposition conduite par Boni Yayi, chef de file de l'opposition désormais? Je pense que les bases sont déjà jetées. Je pense aussi aux grandes dames de la FCBE que le président de la République a consciemment ou inconsciemment, comme le dirait l'autre, choisi son interlocuteur au sein de l'opposition béninoise. Parce que la FCBE a quand même été un parti, excusez-moi le terme, c'est peut-être trop fort, assez méprisé. Pendant tout le temps qu'ils ont tenu la perche au niveau de l'opposition, Paul Humpé n'a officiellement jamais été reçu. Je ne sais pas s'il a officiellement été reçu, mais officiellement n'a jamais été reçu. Et puis il y a quand même des demandes d'audience. Vous voyez, et des questions qui avaient été lancées, qui méritaient d'être débattues avec le président de la République, comme cela a été avec les démocrates. Donc
Je pense que les bases sont déjà jetées. On connaît désormais qui sont ceux qui parleront. Mais au-delà de ça aussi, je me dis que la verve, l'entrain des démocrates a aussi suffisamment baissé après leur entrée au Parlement. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup plus de dialogue. Ouais. Vous voyez, c'est très bien, la stratégie, elle a quand même marché. Ce que je crains, c'est peut-être que... Parce que c'est ça qui caractérise les démocrates. Donc je me demande si le fait de se ramollir un peu pour pouvoir avoir sa place à la table du roi afin d'échanger avec lui, quelle que soit votre position, je me demande si c'est à leur actif ou pas. Échanger avec le chef de l'État, c'est d'ailleurs les images qui sont en train de passer en ce moment. Patrice Talon qui a reçu les responsables du parti, les démocrates. Dites-nous quelle lecture vous avez faite de cette rencontre-là spécialement. De façon globale, j'ai apprécié cela parce qu'il le faut. Il faut qu'on puisse se parler et qu'on puisse s'écouter. Le plus important n'est pas quelle décision on prend autour de ce dialogue ou à la fin de ce dialogue. Le plus important n'est pas quand est-ce qu'on fait ce qu'on a dit qu'on va faire, mais quoi qu'il arrive, ça diminue l'agressivité. C'est déjà ça le plus important. Les deux camps se sont parlé, on a suivi, on a apprécié. Juste que, pour ma part, il n'y a rien eu de nouveau. Il n'y a rien eu de nouveau. La montagne a accouché d'une souris, comme on le dit. Mais avant cela, j'ai vu un président de la République. J'ai été surpris par l'invitation du président de la République. Surprise pourquoi? D'accord. D'abord, je dis que cette invitation du président de la République à l'endroit des démocrates est une réponse en fait à l'invitation des démocrates. Puisque en entame, il a dit, il a parlé des courriers qui ont été envoyés par le président du parti, les démocrates, à des institutions, à l'international. Au fichier électoral. Exactement. Donc je me dis, c'est eux qui ont fait le premier pas, il a juste répondu. D'accord? Ça c'est déjà... Mais c'est galant aussi de sa part, hein, il faut le dire, il a fait les choses avec galanterie. Mais je ne l'ai pas vu dans sa posture de toujours. Là, je parle de l'invitation. Nous avons connu un président de la République, je ne dirais pas sourd, mais qui ne montrait pas son attention de cette manière-là. Vous voyez, il est sûr de ce qu'il fait, il a envie de le faire, il s'entoure des personnes qui pensent peut-être de la même manière que lui, ou ont la capacité d'implémenter son idée, et puis il fonce. C'est ce qu'on a toujours vu de lui. Et donc, du coup, je me dis, bon, peut-être que c'est la fin du deuxième mandat et il faut peut-être faire la chose autrement. C'est là que je l'ai méconnu, mais dans la conduite de cette rencontre-là, ah oui, c'est le même Patrice Talon, droit dans ses bottes, sûr de lui, et la posture maintenant des démocrates. Oui, très bien aussi, jusqu'il y a eu une sorte de cacophonie à un moment donné, là. Sur quelle question, par exemple? Sur la question de la Cour constitutionnelle où il Exactement, fallait... oui, on se demande, est-ce que c'est un coup monté d'avance pour voir un peu... la réaction du président de la République et est-ce que c'était un piège? Mais bon, j'ai quand même retrouvé un président Yahi Boni très fin, très intelligent. Qui n'avait pas entendu. Ah oui, alors il a fait preuve d'un génie terrible en ce moment-là pour ne pas être associé à l'accusation que portait le président de la République sur le président Éric Ondété. J'ai adoré ça aussi. Mais dans l'ensemble, comme je le dis, les résultats n'ont pas été réellement ce qu'on escomptait. Il y a également certaines questions qui n'ont pas été abordées, mais qui sont quand même des questions d'actualité. Sur la question du fichier électoral, par exemple, la réponse de Patrice Talon, sur la question de la grâce présidentielle... le fichier électoral, j'ai senti le président Patrice Talon très expéditif sur la question. Oui. Je l'ai senti expéditif. Je pense avoir suivi à un moment donné où il minimisait à la limite la question, puisqu'il a fait un peu un tour d'horizon des différents 2006, efforts. 2016, Exactement, vous voyez. 2023. Même s'il dit oui, le système a eu des bugs, mais reconnaissez quand même que tout ce qu'il a dit de ce qui s'est passé avant positionne le système actuel comme meilleur. À tous ceux-là, il a dit que c'était une transition, c'était un truc temporaire jusqu'à ce qu'on trouve une solution pour avoir notre fichier électoral, ainsi de suite. Donc, pour dire que, quoi qu'il arrive, pour un bon lecteur, c'est qu'il met quand même son processus au-dessus des autres. Maintenant, lorsqu'il dit, mais si vous voulez, on va l'auditer,
Et s'il n'y a pas les moyens, je vais convaincre le gouvernement de donner les moyens. J'ai vu que c'était expéditif. Ouais. Les questions n'ont pas été abordées au fond. Et du coup, il y a déjà eu un audit à la veille des élections de 2023. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il y a eu un audit. Il y a eu un audit, donc je ne m'attends pas à grand-chose. Audit ou pas, le système quand même serait perfectionné. Mais bon, c'est quand même plaisant qu'il soit flexible sur cette question-là et j'encouragerais à plus de dextérité dans ce qui se passerait, qu'on laisse tout ce qui est querelle partisane de côté et qu'on fasse le travail des deux côtés. Je parle de la mouvance de l'opposition et des autres forces de l'opposition, qu'on travaille pour le peuple réellement et avec une certaine transparence. Par rapport à cette question-là. La question de la grâce présidentielle... Avant d'arriver là, sur la suggestion faite par Éric Mouleté, à savoir qu'il faut essayer de faire démissionner quelqu'un... C'était dangereux. C'est dangereux. Mais écoutez, je reconnais que le président Éric Mouleté a dit quelque chose qu'ils se disent tous entre eux. Ce sont des échanges de bons procédés, ils se le disent dans les couloirs. Mais écoute, fais ceci ou est-ce que tu concède-moi ceci. C'est comme ça que la politique fonctionne. Mais ça ne se dit pas devant les caméras. Vous voyez, j'aurais vraiment aimé que le président Éric Mouleté ne l'ait pas dit, parce que sur ce coup-là, les arguments du président Patrice Talon ont quand même été pour quelqu'un qui est honnête intellectuellement. Oui, il a dit, je n'ai pas changé les lois qui réglementent la Cour constitutionnelle ou la Sénat. Il l'a dit, et c'est vrai. Il n'a pas touché à cela. Ça a toujours fonctionné comme ça depuis plus de 3 décennies. Il dit en 2006, il n'y avait personne à la Cour constitutionnelle. Et vous êtes venu. Puis en 2016, je n'avais personne, je suis venu. Et ce n'est pas faux. En 2023 également, les démocrates n'avaient personne. Donc vous n'aviez pas besoin d'avoir quelqu'un dedans. Vous voyez un peu ce que j'ai dit? Pour avoir votre chance garantie si vous travaillez bien sur le terrain. Donc c'était maladroit en fait, à la limite. Sauf respect du président Éric Mouleté, c'était maladroit que cette proposition-là vienne. Parce que le président a parlé de manipulation, j'irai au-delà. Je parlerai d'iniquité et d'injustice. Parce que ceux qui y sont n'y ont pas été parachutés. Ils ne se sont pas levés du jour au lendemain se retrouver là-bas. Donc, ils ont été également portés par des gens. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on serait en train de faire en les déplaçant pour un autre? On n'en finirait donc pas. Et ce serait un cercle vicieux dont on ne sortirait pas. Donc, ça, vraiment, je préfère ne même plus. Je préfère faire semblant de n'avoir pas entendu cela. Un peu comme le président Moriaï. Je préfère n'avoir pas entendu. Alors, sur la question de la grâce présidentielle, Patrice Talon dit il est resté ferme là-dessus également. Il dit on laisse la voie de l'amnistie au Parlement. Voilà. J'ai fait une lecture double de cela. D'abord, on ne s'attend, même si Patrice Talon gracierait notre sœur Ricky Amadougou ou notre enseignant, le professeur Joël Aïvo, je pense que ce ne serait pas à cette séance-là qu'il le dirait. C'est une démarche de négociation, c'est une démarche politique. Et cela relève entièrement de la discrétion du président de la République. Vous voyez un peu ce que j'ai dit? Donc, connaissant la personne, soit en disant pardon, parce que le président Yahi Boni connaît mieux le président Talon que moi. Tout à fait. Et peut-être même mieux que vous. Donc, leur amitié, ça fait 2 décennies déjà banalement. Tout à fait. Du coup, je pense que soit il voulait faire ressortir un aspect un peu trop intransigeant du président de la République, sachant très bien qu'il allait dire non, vous voyez, ou alors voulait-il le piéger parce que si l'autre essayait d'être un peu doux, cela serait comme ce que j'ai lu dans la presse par rapport aux étudiants et autres incarcérés. Je vais peut-être y venir si vous me permettez. Oui. Cela serait le lier avec quelque chose qu'il aurait dû et qu'on interpréterait de façon tendancieuse plus tard. Tout à fait. Donc, ce n'est pas là, devant les écrans, que le président Talon dirait d'accord, j'accepte votre requête et je gracie telle personne. Non, ce sont des démarches de couloir. Maintenant, quant à gracier, je continue de penser que cela relève de la discrétion du président de la République. Nos tests disent ça. Mais il a quand même, et ça, je voudrais qu'on regarde dans ce sens-là, il a orienté ailleurs, même s'il ne l'a pas cité. Vous oubliez qu'il y a quelques mois de cela, il y a une loi qui a été votée au niveau de notre code pénal qui parle de la suspension de peine. Mais c'est une piste à explorer. Il ne revient pas au président de la République devant les écrans de dire vous pourriez, non.
Ils ont parlé de l'amnistie. Il a dit, je ne suis pas député. C'est le Parlement qui s'en occupe. Qui s'en occupe, c'est vous qui vous en occupez. Vous voyez un peu ce que je dis. Et là encore, si les députés acquis à la cause du président de la République devraient être favorables à cette loi de l'amnistie, là, cela demeure toujours. Parce que comment ça se passe à l'Assemblée? C'est une affaire de négociation, de concession et de consensus à la fin. Donc là encore, les démocrates peuvent embrayer. Toutes les forces vives de la nation, moi y compris, nous pouvons peut-être embrayer sur cela au niveau de l'Assemblée nationale pour la loi de l'amnistie. Et maintenant, au-delà de ça, et là, ça dispenserait le président. Le président serait quand même resté droit dans ses bottes pour dire, bon, ce sont les députés qui ont décidé. Et puis, et enfin, il y a, je l'ai dit, c'est une question par rapport importante. aux étudiants. Oui, par rapport aux étudiants, je pense qu'il y a quand même eu plusieurs vagues qui ont déjà été libérées. Tout à fait. Ouais, plusieurs vagues qui ont été libérées. Et on a été heureux de les accueillir à la maison et de les accompagner dans nos circonscriptions diverses dans leur réinsertion. Je vous rappelle que je suis de la 10e circonscription électorale. Par lien de sang, je suis à la fois des collines, du Borgou, Benin, donc, et ce sont ces zones-là qui ont connu. Et là, quand je parle des collines, je parle des deux axes. Tout à fait. Collines. Donc, ça a été heureux pour nous. Oui, mais ce que je voudrais clarifier, c'est que le président de la République n'a pas dit à cette rencontre-là, nous l'avons tous vu, ok, allez libérer les étudiants. Il ne l'a pas dit. Non. Mais j'ai lu dans la presse et sur les réseaux sociaux que c'est ce que j'ai cru lire. Il faut faire attention. Il a dit avoir instruit, il a instruit d'ailleurs devant nous le ministre de la Justice, d'accélérer la procédure, parce qu'il faut qu'il y ait procédure jusqu'à la fin pour que lui, il puisse gracier. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que... Donc c'est ce qu'il a fait, c'est la promesse qu'il a faite. Et donc ça veut dire qu'à la fin, on peut en avoir qui seront condamnés. Tout à fait. Il y en a qui seront purement relaxés. Il y en a qui seront peut-être mis sous liberté conditionnelle et tout ça là. Et puis là, on refera le discours avec le président de la République. Oui, vous avez promis que vous pourriez gracier, graciez-les. Donc, mais l'acte, il est très appréciable, très apprécié d'ailleurs, ça l'a déjà été. Ce serait bien parce que on a besoin d'eux aussi. Docteur, venons-en maintenant aux non-dits de la rencontre. Les non-dits, est-ce que vous en avez décelé quelques-uns? Vous y ayez avec un gros cartable en main. Est-ce qu'il y en a qui ont pensé qu'il était porteur du décret ou de l'exemplaire du décret qui devait le faire nommer chef de l'opposition? Je crois qu'en effet, cette question aurait pu être abordée, ou peut-être, là je pourrais peut-être à tort ou à travers des intentions, aurait voulu être abordée. Parce que déjà au lendemain des législatives de 2023, nous avons vu à l'époque le président du parti Les Démocrates demander une audience au président de la République et aborder expressément cette question-là de la nomination de juré, de chef de file de l'opposition. Bon, là encore, la loi n'oblige pas. On aurait pu dire que au lendemain des élections, que le décret de nomination de chef de file de l'opposition devait être acté au bout de tel nombre de jours ou de tel nombre de semaines. Mais les très intelligents concepteurs de ce code-là ou de cette charte des partis politiques n'ont pas mis cette contrainte temporelle là-dedans. Donc cela relèvera encore de la discrétion du président de la République, de la négociation avec lui et de son bon vouloir. Donc oui, je pense que cette question-là est un non-dit. Mais peut-être que c'est la boutade et la manière dont ça a été repris qui a ralenti voilà, de revenir encore à cette question, quitte à ce qu'on lance à la face des démocrates, comme il l'a dit, Monsieur le Président, je vous l'avais déjà dit que je ne compte pas gracier. Qu'on ne dise pas encore, mais Monsieur le Président Éric Koundété, mais je vous l'avais dit. Donc ce serait un peu de trop. Il y a ça, mais il y a aussi certaines questions, parce que le parti Les Démocrates, qu'on le veuille ou non, parlait aussi au nom de toute l'opposition béninoise, puisqu'il y a des plaintes communes à nous tous. Nous l'avons toujours chanté, nous l'avons toujours dit. Et d'abord, quand je dis à nous tous, je parle du peuple, maintenant spécifiquement aussi au parti de l'opposition. Donc, ils portaient également notre voix. Ils auraient pu profiter également de cette occasion-là pour toucher beaucoup d'autres sujets. Vous voyez, par exemple la cherté de la vie demeure toujours une préoccupation quotidienne. La cherté de la vie, ah oui. Hormis la cherté de la vie, il y a la question de
de l'employabilité, de l'insertion des jeunes. C'est des questions que je pense qui sont quand même d'intérêt national. Et au-delà de ça, il y a le regard. Vous voyez, je continue de penser, quelle que soit ma posture, opposition, je suis un homme, je suis un citoyen béninois et puis je suis également du milieu universitaire. Le regard porté par l'exécutif actuel sur le milieu universitaire, c'est pas encore ça. C'est un milieu qui, à mon avis, est laissé pour compte. Voilà des questions qui auraient quand même pu être abordées. Mais bon, on est resté sur notre fin. On est sorti également de cette séance-là sans engagement formel sur des points qui ont été quand même abordés. Donc du coup, je me dis, il n'y a pas eu terrible avancée. Docteur Awali, Akintola, votre mot de la fin. Déjà, merci pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer. Merci aux téléspectateurs pour le temps et l'intérêt qu'ils accordent à nos efforts d'analyse, de critique, mais également de construction de notre cité. Mon mot de la fin, je parlerai d'abord en tant que jeune, aux jeunes, pour leur dire que aujourd'hui, les choses sont faites de manière à ce que nous puissions nous exprimer. Les choses sont faites de manière à ce que nous puissions apprendre, que nous puissions militer et apporter notre pierre à la construction de l'édifice. C'est à cela que j'invite chacun d'entre eux de leur position. Mais surtout qu'ils évitent de tomber dans le piège. Peut-être que les aînés n'ont pas perçu comme un piège de l'animosité, de l'inimité. Certes, le jeu politique demande qu'on se fasse parfois des entourloupes, mais qu'on le veuille ou non, nous sommes tous béninois et c'est l'intérêt du peuple qui doit primer. Permettez-moi de ne pas aller trop dans les détails de ce que je suis en train de dire et qui m'aurait compris m'aurait certainement compris. Merci, docteur Mohamed Awali Akintola. Merci d'être passé. Docteur en sciences politiques, expert en stratégie et communication publique et politique, chargé de cours à l'UNIPA, l'Université de Parakou. Oui. Faculté de droit sans doute. Non, mais à la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Vous êtes également chargé de cours à l'Université Laval au Canada. Merci d'être passé. À très bientôt. Merci beaucoup.